Docteur Sahar Ali, vous êtes interprète, journaliste et expert média. Vous avez préparé une thèse de doctorat sur l'identité arabe projetée ou reproduite sur les écrans arabes. Il y a encore beaucoup à découvrir dans notre monde. Amorçons notre rencontre par ce projet très intéressant concernant l'Euromed et la collecte des données concernant les pays du sud de la Méditerranée, de manière à favoriser les données et pour les investisseurs et pour ceux qui s'intéressent à ce domaine. Dans quelle mesure ce programme est propagé dans la région? En principe, les pays sud-méditerranéens, partenaires du projet qui a pris fin en fin 2014, ce sont 9 pays sud-méditerranéens. Mais les rapports qui ont été faits uniquement sur 6 pays. Parce que, comme vous le savez, la durée du programme de 2011 à 2014, il y avait beaucoup d'événements dans les pays sud-méditerranéens, par exemple comme la Syrie, on n'a pas pu travailler sur la Syrie, on n'a pas pu travailler sur la Libye. Moi, je veux dire sur place, collecter les informations pour pouvoir rédiger et publier un rapport sur le marché audiovisuel là-bas. Mais par contre, il y avait beaucoup d'événements, de conférences, de tables rondes où ces pays ont des représentants, je veux dire, des cinéastes ou bien des gens du monde de l'audiovisuel qui participaient et prenaient part aux événements. Mais pour aller sur place et travailler sur place, collecter les informations nécessaires, c'était certes difficile, presque impossible. Et comment s'est déroulée la collecte? En principe, la collecte se passe par un contact que j'essaie de créer avec les ministères et les organismes concernés par l'audiovisuel et le cinéma dans le pays concerné. Bien sûr, le programme, en tant que programme de l'Union européenne, il a ses traités et ses accords avec les pays sud-méditerranéens pour la coopération. Et bien sûr, ça, c'est un des atouts pour pouvoir vraiment passer dans ces ministères et ces organismes pour présenter l'objectif du programme et pour pouvoir accéder à l'information et par conséquent rédiger les rapports nécessaires. Est-ce que les parties concernées avaient quand même des appréhensions face à vos questions et face à cette collecte de données? Partout, en fait. Moi, je ne vais pas juste dire en Égypte. Partout. Au premier abord, on n'a pas, nous, la culture, dans la région, je veux dire, on n'a pas la culture de l'information en tant que telle, de publier l'information, de divulguer l'information. On a toujours l'impression que c'est un secret d'État, alors que c'est une information toute simple. Et donc, il faut briser ça d'abord, cet obstacle. Et par la suite, ça se passe mieux et on peut avoir accès à l'information et on peut avoir l'information d'une période à une autre. Donc, il faut juste créer le rapport et puis briser l'obstacle du non-accès à l'information parce que c'est considéré comme un secret d'État. Ça, c'est par aspect culturel seulement. Et puis, ça devient plus facile d'avoir vraiment l'information et travailler là-dessus et la rédiger et la publier par conséquent. Docteur Sahar Ali, quelles sont les différences majeures que vous avez relevées distinguant les différents pays du sud de la Méditerranée? Moi, je vais dire qu'il y a certes des différences, ça c'est évident. Il y a des différences surtout concernant la gestion de l'information et l'information en tant que telle. Est-ce que ça existe ou pas? Par exemple, en Égypte, bien sûr, on va souffrir pour avoir l'information et on n'est pas certain si on va l'avoir ou pas, si elle existe vraiment ou pas. Par contre, sur le même point, un des pays qui m'a vraiment impressionné au niveau de l'information en tant que telle, de la présence de l'information, c'est le Maroc. Il y a un système d'organisation vraiment compétent, un système vraiment qui respecte l'information en tant que telle. Tout est rédigé, tout est là,
Tout existe, il faut le demander, bien sûr, il faut faire connaître l'objectif de ça, mais l'information, elle existe, elle est bien rédigée, elle est là. Euh, Ça fait plaisir parce que ça vous donne l'impression que euh, le progrès nécessite ça. Et donc, ça existe, l'information, elle est bien là, écrite, rédigée, en forme, vous avez les documents nécessaires. Il suffit de les demander et de faire savoir l'objectif de ça pour l'avoir. Mais par contre, dans certains autres pays, c'est pas évident, ce trait-là n'existe pas. Et ça devient plus difficile d'avoir l'information à ce moment, ou bien les données nécessaires. Est-ce que ces informations sont accessibles au public? Qui profite de ces informations? Si l'information existe, je veux dire par existe, elle est publiée, on peut la trouver sur Internet, on peut la trouver sur un journal. Donc elle peut servir à pas mal de choses, la structuration du marché, les investissements, l'économie du marché en tant que tel. Ça peut servir aux chercheurs, aux gens qui s'intéressent au domaine de façon générale. Bien sûr que si elle existe. Si elle n'existe pas, on ne pourrait rien faire. C'est pas évident, par exemple, dans un pays comme l'Égypte, avec toute cette histoire du cinéma égyptien, de ne pas de ne pas pouvoir savoir exactement le nombre de films qui a été, par exemple, produit depuis les années 50 jusqu'à présent. Ça, c'est une information qu'on doit travailler. À travers, bien sûr, la Chambre de l'industrie du cinéma, on peut accéder à l'information, mais on doit faire toute une analyse, faire des statistiques pour voir combien de films ont été produits pendant cette année, ou bien pendant une dizaine d'années, s'il y a eu un développement, s'il y a eu une évolution dans la production ou pas. Tout ça, ça nécessite une analyse et une étude. Mais avoir l'information, ça c'est pas, moi je ne crois pas que c'est une information connue pour tout le monde. Par contre, c'est une grande industrie du cinéma en Égypte. C'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est vraiment une grande industrie du cinéma en Égypte. Quand vous parlez d'investissement dans ce contexte précis ou dans cette industrie, est-ce pour les investisseurs qui veulent relancer une nouvelle chaîne? Est-ce pour les producteurs cinématographiques? Oui, pas juste pour les chaînes, aussi pour la production des films et pour la coproduction de façon générale, que ce soit régionale ou sur un niveau international. Si par exemple il n'y a pas d'informations qui sont publiées concernant le nombre de films produits en Égypte, comment est-ce qu'on pourrait s'attendre à des coproductions sur un plan international? Comment est-ce qu'on pourrait vraiment attirer le cinéma européen ou occidental à tourner en Égypte? Si l'on ne fait pas savoir que nous avons des plateaux pour le tournage, que nous avons des sites pour les différents genres de tournage. Donc, il faut divulguer les informations concernant les domaines pour qu'on puisse avoir du retour sur le niveau de l'investissement. D'après votre expérience dans ce domaine, est-ce que le manque d'informations fournies à tout le monde, enfin tous les stakeholders de ce domaine, est-ce que ceci est la raison derrière le manque de coproduction entre les producteurs égyptiens et occidentaux? Plus ou moins, mais il faut dire également que l'industrie du cinéma en Égypte,
elle ne bénéficie pas vraiment d'un support de l'État. Ça fait pas mal de temps. Et donc, par conséquent, tous les efforts qui sont déployés, ce sont des efforts personnels. Et ce n'est pas aussi évident parce que pour l'instant, ou bien en général dans le monde, ce qui se passe maintenant, c'est des grandes productions. Donc même si les efforts personnels parviennent à faire une ou deux coproductions sur par exemple 7 ou 8 ans, mais c'est pas une activité maintenue. Vous voyez, ça dépend de l'effort personnel du producteur ou bien du réalisateur. Et si vraiment il arrive à avoir un coproducteur européen ou même sud-méditerranéen et démarrer le projet, c'est des sommes pour produire et coproduire. Voyez. Et tant que ce n'est pas vraiment supporté par l'État, ça devient encore plus difficile pour les gens du cinéma de pouvoir vraiment réaliser des coproductions. Malgré tous les fonds qui sont dans la région ou ailleurs et qui contribuent au financement des différents genres de films. Tout le monde sait que la gloire du cinéma égyptien, le premier cinéma au Proche-Orient, c'était durant les années 50, 60, début 70. Et puis après ça, il y a eu la guerre et on est passé à la période des films commerciaux. Peut-être que c'était une période de post-stress, de post-guerre. Comment voyez-vous le cinéma égyptien à l'heure actuelle? En d'autres termes, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Bon, on ne peut pas dire que ça ne va pas parce qu'il y a différents genres de production dans le cinéma égyptien présentement. Il y a des films sérieux, plus ou moins. Il y a des films qui sont légers, si l'on veut dire. Il y a plusieurs sortes de cinéma égyptien, de films égyptiens présentement. Et c'est une richesse, même s'il n'y a pas, par exemple, les box-office pour les films plus ou moins sérieux n'ont pas vraiment beaucoup de rendement, mais c'est des films, c'est des films qui ont été réalisés, c'est une histoire qui attire quand même qui attire le citoyen parce que c'est une histoire du réel, du local, du vrai local égyptien. Donc il y a de l'activité, il y a de la vivacité dans la production égyptienne, mais il faut qu'il y ait un support de l'État, il faut qu'il y ait un financement pour que les cinéastes puissent vraiment produire beaucoup plus de films égyptiens et pour qu'il y ait également beaucoup plus de variété dans la production égyptienne. Docteur Sahar Ali, vous êtes parti au Canada il y a plusieurs années pour préparer votre thèse de doctorat. Revenons un petit peu en arrière et évoquons cette expérience ensemble. Moi, je suis partie au Canada, ça fait très longtemps, c'était en 1999 et c'était principalement pour obtenir mon doctorat de l'Université de Montréal au Canada. C'était une expérience très enrichissante et ça demeure parce que je viens de rentrer, ça fait pas longtemps, j'ai passé quelques mois à Montréal. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fait mon doctorat là-bas, c'est certes au niveau académique, c'était très enrichissant parce que le système de l'enseignement est complètement différent. Moi, j'avais étudié en avant en Égypte et en France, mais le système nord-américain est très différent. Il est interdisciplinaire. Par exemple, moi, j'étais dans le département de littérature et cinéma et je pouvais travailler sur la télévision. Donc, on vous offre des possibilités d'aborder des domaines
à travers votre domaine de spécialisation. On vous ouvre les portes sur d'autres chemins à partir de votre domaine de spécialisation. Et ça, c'était très enrichissant et j'ai pu avoir mon doctorat à travers le département OGT et département de littérature et cinéma, option télévision. La vie, bien sûr, au Canada, c'est une vie très différente parce que on est dans un coin de la planète où il y a presque toutes les nationalités du monde. Donc dans la rue, là, on voit toutes les nationalités du monde et en même temps, on est dans un des plus beaux pays du monde. Le Canada, c'est un pays, malgré le froid et malgré la difficulté de s'adapter au froid canadien, mais ça demeure un des plus beaux pays du monde, à mon avis, surtout en ce qui concerne les droits de l'homme et le respect du citoyen. C'est très important. La personne humaine a une très grande valeur au Canada. Mais est-ce que l'adaptation était facile? Parce que d'après ce que j'ai vu dans ma vie, où les gens adorent le Canada, où les gens dépriment et quittent tout de suite à cause du froid qui est presque le froid du pôle Nord ou de la Sibérie peut-être. À mon avis, on déprime, oui, mais on ne quitte pas tout de suite parce que plus ou moins on est là-bas pour un certain objectif. Donc on déprime. On doit passer par la période de dépression, là c'est évident. Mais bien sûr, le froid est un grand handicap. C'est fatigant, surtout la première année. La deuxième année, on arrive à s'adapter et on s'habitue et on commence vraiment à jouir de ce froid-là et la neige et tout. Surtout pour les gens qui viennent des pays plus ou moins orientaux comme les nôtres. C'est pas évident le froid, c'est pas vraiment évident. C'est fatigant physiquement, moralement la première année, mais après, bon, ça y est, c'est comme si de rien n'était là. On était né là-bas, pour moi personnellement. Et certes, il y a beaucoup de choses qui incitent la personne à aimer le pays en tant que tel. Bien sûr, les paysages, le respect de la personne humaine, les droits que nous avons en tant que même étudiants avant d'être citoyens canadiens. Donc, c'est agréable à y vivre. Pour une étudiante à la faculté des langues, on s'attendait à avoir une traductrice ou une interprète. Mais finalement, vous vous êtes penché plus vers les médias. Qu'est-ce qui a fait que vous avez ressenti cet amour ou cette passion particulière pour les médias? Moi, je me suis posé la question plusieurs fois, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Parfois, on a plusieurs choses qui nous attirent. Même si j'ai fait des études à la faculté des langues, mais peut-être que c'était la base qui m'a propulsée vers différents domaines. J'aimais bien sûr le journalisme, j'aimais la radio, j'aimais la télévision, j'avais l'interprétariat. Si l'on parle de l'interprétariat, c'est plus ou moins un don là. Vous voyez, c'est que si on n'a pas la capacité de faire de l'interprétariat, on ne peut jamais devenir interprète. Donc ça, c'est plus ou moins un don qui a été enrichi bien sûr par les études et que j'aimais, j'adorais vraiment faire ça. Vous avez un sentiment après la traduction simultanée que vous faites ou bien l'interprétariat, vous avez un sentiment, quand vous la faites bien comme il faut, vous avez un sentiment de force et de joie là qui vous envahit. Vous avez réalisé quelque chose de grandiose vraiment. Donc ce sont plusieurs domaines qui m'intéressaient et où je me retrouvais là-dedans. Que ce soit le journalisme, l'interprétariat ou bien les études dans le domaine des médias, l'expertise en tant que telle, les rapports que j'ai faits sur les différents pays. C'est tout un mélange là-dedans qui part essentiellement de l'amour pour le journalisme, pour les médias en tant que tel. Et votre carrière d'interprète, comment vous la voyez?
Ben, pour l'instant, on suspend en fait, mais pendant un certain temps, bon, je travaillais beaucoup en tant qu'interprète. J'ai même travaillé au niveau de la présidence de la République en tant qu'interprète d'un ex-président égyptien. Certes, c'est tout un autre monde, là, l'interprétariat, et surtout quand on parle au niveau politique, vous voyez, au niveau formel, politique, international, là, ça devient un autre challenge, là, si vous voulez dire. Et c'est aussi très enrichissant parce que là, on assiste à des événements, à des rencontres, à des discours qu'on ne peut pas les trouver ailleurs, là. La maîtrise de la langue ne veut dire pas forcément que la personne peut devenir interprète simultané. De quoi a besoin un interprète? Comment former un interprète simultané? Il y a certes une différence entre les deux. Tel que je vous l'ai dit, on a un talent d'être interprète ou pas. C'est un don que le bon Dieu vous donne. Vous avez ce don-là ou pas. Pour la traduction écrite, non, ben, j'imagine que plusieurs personnes, ou bien pas tout le monde, mais beaucoup de gens peuvent le faire, la traduction écrite. Mais l'interprétariat, c'est pas évident parce que vous êtes censé reproduire ce que vous écoutez, ce que vous êtes en train d'écouter. Donc, si vous n'avez pas la capacité mentale pour assimiler ce que vous écoutez, vous venez d'entendre, et le reproduire dans une autre langue à l'instant même, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, moi, je la vois, l'interprétariat, en tant que talent spécial que vous pouvez avoir. Mais la traduction, pas mal de personnes peuvent la faire parce que c'est écrit, vous avez votre temps, vous pouvez la faire calmement et chercher dans les dictionnaires, n'importe quoi, mais vous allez pouvoir reproduire le texte. Vous avez le temps de le faire, mais l'interprétariat, vous n'avez pas le temps. Docteur Sahara Ali, on m'a toujours posé à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on avait l'occasion, comment devenir interprète simultané, comment se préparer, comment se former. Que peut-on dire aux jeunes qui veulent entamer cette carrière d'interprète simultané? Bien sûr, ça s'est passé à travers les études, parce que moi j'étais à la faculté des langues, Alson, et la faculté des langues, sa première spécialisation, c'est la traduction et l'interprétariat. Donc, moi, je me suis découverte en faisant mes études. Et par conséquent, j'ai trouvé que je pouvais vraiment réussir, briller dans ce domaine. Ça m'attirait. Quand on réussit durant la formation, les études et la formation en tant que telle, à reproduire un texte dans les laboratoires, il y a une certaine joie là que je ne pourrais pas vraiment vous décrire, mais on découvre une certaine force à l'intérieur de soi. Et donc j'ai continué là-dedans, j'ai fait ma maîtrise en interprétariat également. Et donc la maîtrise était une des périodes vraiment de formation très importante parce qu'on avait 5 jours par semaine à être dans les laboratoires de l'université et de la faculté des langues pour pouvoir se former dans le domaine de l'interprétariat. Et donc ça, c'était la formation principale et de prime importance pour moi. Après, je me suis lancée petit à petit, que ce soit à la radio, j'assurais la traduction simultanée des discours et des événements en langue française. Et dans les conférences et les autres événements où on m'appelait à faire de l'interprétariat. Et c'est ainsi de suite que j'ai pu vraiment me découvrir et réussir plus ou moins dans ce domaine.
Docteur Sahar Ali, quel est l'endroit qui vous tient à cœur le plus en Égypte? Au bord du Nil, n'importe où au bord du Nil. Docteur Sahar Ali, quel est le conseil le plus pertinent que vous avez eu ou que vous avez donné à quelqu'un? Le conseil, en fait, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'était dans le domaine de l'interprétariat et c'était à travers une personne très connue dans le domaine de l'interprétariat en Égypte et qui était aussi collègue à la radio. C'était Madame Nefissa Al-Bakri qui m'a vraiment beaucoup encouragée à mes débuts pour que je continue dans le domaine de l'interprétariat. Et donc, c'était ces conseils dans ce domaine qui m'ont aidé pendant pas mal de temps à travailler dans ce domaine. Le conseil que j'ai donné à quelqu'un et qui a peut-être été utile pour la personne, je ne me rappelle pas de quelque chose en précis, mais je pourrais dire que dans le domaine du travail en général, dans le domaine du média, on rencontre beaucoup de gens, on rencontre des jeunes, on peut leur donner peut-être des conseils qui leur seront utiles. Et peut-être qu'eux, ils se rappellent de ça, mais personnellement, je ne pourrais pas vraiment dire qui est la personne que j'ai conseillée et pour qui c'était utile vraiment mon conseil. Êtes-vous optimiste ou pessimiste vis-à-vis du lendemain? Je suis optimiste et il faut toujours être optimiste parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Il faut l'être, il faut être optimiste, même si on passe par des choses qui nous dérangent sur le plan personnel ou social ou politique ou ce que vous voulez, mais il faut toujours garder l'optimisme pour pouvoir vivre et ensuite réussir. Docteur Sahar Ali, vous êtes interprète, vous êtes journaliste, vous êtes expert média, vous avez préparé une thèse de doctorat dans le domaine portant sur l'identité arabe reflétée sur les écrans. C'est un domaine très intéressant et justement ce pourrait faire l'objet de beaucoup de réflexions. Merci de nous avoir emmenés faire un tour dans votre monde. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir.